Le plan est comme le suivant. Après une brève introduction, on va essayer de voir une présentation de la taxe au tonnage. Puis ensuite, les caractéristiques de cette taxe au tonnage et la fiscalité maritime internationale. Pour passer ensuite à la mise en œuvre de cette taxe au tonnage au Maroc et par la suite en Afrique. En dernier lieu, il y a bien évidemment une synthèse et une conclusion. Pour commencer, il m'est important de préciser que j'étais auparavant un capitaine de la marine marchande. Et la situation actuelle est qu'il y a un déclin du pavillon national. L'armement national Comanave n'existe plus. Et ce n'est pas un problème marocain uniquement, c'est un problème africain. Quand on dit Comanave, on dit aussi Côte-Nave en Tunisie qui a les mêmes problèmes, et même les armements en Afrique, ils ont tous ce même problème. Donc ce nuage de mots essaie d'illustrer les armateurs, le Maroc, la flotte, etc. C'est le jargon qu'on va utiliser dans cette présentation. En bas à gauche, il y a le pavillon marocain. Donc un navire battant pavillon marocain, il convient de préciser que mon ambition est de voir les navires marocains un peu partout dans le monde en train de sillonner les océans. Un constat. On est passé de 66 navires en 1989 à 15 navires en 2013. Et en 2019, uniquement un seul navire. Donc c'est un cabinet ASG qui a présenté une étude sur le sujet et qui a essayé de diagnostiquer quels sont les points forts, quels sont les points faibles de la flotte nationale. Tout simplement, nous n'avons pas pu succomber à la concurrence internationale. Aussi, le législateur marocain n'a pas mis à jour sa législation. Nous avons un navire de 1919 qu'on vient de fêter son centenaire à la faculté de droit économique et social de celui-ci. Et il est important de savoir qu'on est un pays portuaire par excellence. C'est comme si on dit que le port est en train de cacher la mer. Alors, on est à 10,3 milliards de tonnes. Et il est important de se poser la question, le Maroc, il est à combien de tonnes? Donc, selon une estimation de l'ANP, nous tablons sur une estimation de 2030 à une hauteur maximum de 400 millions de tonnes. Donc, ça vous donne une estimation de la part sur l'échelon mondial. Alors, revenons à la taxe au tonnage, le vif de notre sujet. Ce n'est pas une taxe nouvelle. C'est un arsenal juridique, fiscal, qui a été implanté en 1957 en Grèce, en mars 1993. Mais ce qui est important, c'est qu'en 2019 toujours, le Maroc, mais aussi les pays africains, n'ont pas encore adopté cette taxe au tonnage. De quoi s'agit-il? On dit aux armateurs de navires, pas la peine de payer l'impôt sur les sociétés, pas la peine de payer l'impôt sur le revenu, ni la TVA, ni aucune taxe, vous allez payer une taxe forfaitaire. On va voir votre navire, on va essayer de voir le tonnage net, pas le tonnage brut. Donc, le tonnage brut, c'est le volume total du navire dans lequel on va enlever tout le volume consacré pour l'équipage et pour le navire. On va calculer uniquement le tonnage dédié à la cargaison. Et c'est un impôt forfaitaire que l'armateur devra payer par rapport à ce tonnage, qui incite d'une part les armateurs à armer de plus en plus de navires, mais aussi qui constitue des revenus pour l'État. Il y a bien évidemment des conditions, donc ça ne concerne pas les navires de pêche, c'est pour ça que j'ai mis une croix rouge à côté du navire de pêche, et c'est une option pendant 9 ans. Aussi, les activités secondaires qui sont étroitement liées avec l'exploitation des navires peuvent bénéficier de ce régime fiscal. Par contre, les exploitations hors de l'exploitation réelle du navire ne peuvent bénéficier de ce régime-là. Quelles sont les caractéristiques? Les sociétés éligibles sont les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient au moins de 25% de l'exploitation des navires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les navires de servitude et qui ne sont pas étroitement liés à l'exploitation ne sont pas éligibles à ce régime. Parlons un peu de la fiscalité internationale et on va imaginer que nous sommes tous à bord d'un navire commandé par notre cher président. Ce même navire qui fait le départ en Afrique va devoir payer l'impôt en Afrique. Et pour cette même expédition, il va devoir payer l'impôt aussi en Portugal si on fait une escale, en Espagne, etc. Alors pour le même voyage, on a payé 5 fois le même impôt pour la même cargaison. C'est stricto sensu la double imposition. Alors il y a eu la législation internationale en matière de fiscalité internationale pour contrecarrer ce phénomène. Il y a les pays industrialisés du G20 ou les
a instauré un modèle de convention pour la fortune, mais qui défend les intérêts des pays industrialisés, comme il y a au niveau des Nations Unies, le modèle de convention de non-double imposition, qui, dans ce cas-là, il défend les intérêts des pays en voie de développement. Et étant donné que le Maroc, là, qui ne dispose d'aucun navire, je préfère que les pouvoirs publics mettent en valeur cette variante B de ce modèle de convention qui défend les pays en voie de développement. Et je l'ai bien mis dans le cadran. Le Maroc devrait opter pour cette variable B pour le partage des bénéfices réalisés par les opérateurs portuaires et maritimes touchant les ports marocains. En effet, un navire qui fait des voyages récurrents au Maroc et qui bat un pavillon étranger, qui voit sa fiscalité et ses impôts payés à l'étranger, le Maroc peut lui imposer de payer la part de ses bénéfices au Maroc, notamment en matière fiscale. Continuons toujours sur ce même mélange. Il convient de parler de l'arsenal juridique marocain. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais nous avons des incitations fiscales extraordinaires. En matière d'impôt sur les sociétés, à TNSA, il y a une exonération permanente. Aussi, il y a une exonération quinquennale pour toutes les entreprises de droit commun. Qu'en est-il de l'impôt sur le revenu? On sait très bien que tout un chacun a un relevé de paie contenant son salaire brut, le net imposable. On va passer en revue de littérature brièvement sur ceci. On calcule le salaire de base, sur lequel on ajoute les primes, les avantages, les indemnités. Et puis après, il y a un barème. Selon votre salaire, on entre dans la tranche et on calcule l'impôt dû en matière d'IR. Figurez-vous qu'il y a une convention internationale qui précise le salaire minimum des gens de mer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué ce sujet en matière d'impôt sur le revenu. L'article 59 du Code général des impôts marocains précise que nous avons un abattement de 40% sur les frais préliminaires. Et ça, c'est un avantage accordé pour les gens de mer afin de favoriser et d'inciter les armateurs à recruter les marins. Mais qu'en est-il de la Convention internationale et du salaire minimum? J'ai devant vous le salaire minimum précisé par la Convention MSC 2006 et qui s'arrête précisément à 585 $. Donc, à en croire le taux de change, le salaire minimum est 5091,2 dirhams. Alors, si on prend ce salaire et on applique le barème de l'impôt sur le revenu, nous allons bénéficier des frais professionnels à hauteur de 40% de matière d'abattement, on va calculer la CNSS, la note, etc., etc. Nous tombons sur un salaire net de 2429 dirhams. Autrement dit, les marins marocains sont totalement exonérés de l'IR. Et pour qu'il soit imposé à l'impôt sur le revenu, il faut que ce salaire minimum augmente jusqu'à devenir 6565 dirhams. C'est à partir de là que l'armateur va devoir payer l'impôt sur le revenu pour les marins. Donc, exonéré de l'IS, exonéré de l'IR, on va voir tout de suite qu'il est totalement exonéré de la TVA et pourtant aucun navire marocain. Donc, il y a bien un problème quelque part. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez pour la TVA, aussi bien pour la pêche que pour la marine marchande, les filets de pêche, tout matériel importé, tout ce qui concerne la marine, il est totalement exonéré de la TVA. Il y a bien évidemment hors l'IS, l'IR, la TVA, la taxe professionnelle qui bénéficie d'une exonération quinquennale, mais aussi pour Tangémet, ils ont une exonération qui part jusqu'à 15 ans. À part la taxe professionnelle, il faut préciser que si je suis armateur et je bénéficie de cette exonération pour mon premier navire, mon deuxième navire aussi bénéficie de l'exonération. C'est une spécificité marocaine. Pour les autres activités, vous ne bénéficiez qu'une seule fois. Aussi, il y a la classe 1 taxée sur 30%, la classe 2 sur 20% et la classe 3 pour les petits artisans à 10%. Le secteur maritime est taxé à 20%. Donc, combien même ça peut être une activité importante, mais il est taxé uniquement à 20% au lieu de 30%. Ce que j'essaie là de vous montrer, ce sont les incitations fiscales pour le secteur maritime marocain, or que le résultat n'est pas à cette hauteur-là. Dernière taxe à préciser, c'est la taxe sur les services portuaires qui varie entre 2 à 5% et qui est prélevée du chiffre d'affaires au profit de la région. Alors, pour instaurer cette taxe au tonnage, mon travail a été la modification des articles 6, 10, 15, 16, 127, 131 et 133, j'ai fini, et 133 du Code général des impôts. Cette modification
et s'est inspiré de l'arsenal juridique en Europe. Et on voit que les navires de 0 à 1000 tonnes, voici la tranche par euro prélevé en Europe. Et j'ai revu légèrement à la baisse un tableau pareil pour les navires marocains de 0 à 1000 tonneaux. On paye 6 dirhams, 6, de 2000 à 2000, 4,4, etc. En guise de conclusion, il faut savoir que l'état actuel, les trésors du Royaume du Maroc, ne recouvrent aucun dirham dans les activités maritimes. Si au moins on instaure ces taxes au tonnage, ce sont des revenus supplémentaires pour l'État. La bibliographie n'est rien d'autre que ces ouvrages que j'ai préféré présenter là devant vous. Et comme vous l'avez vu dans le premier slide, je mets à votre disposition l'ensemble de ces documents et je vous remercie de votre attention. Le code QR va vous permettre d'avoir la présentation.